Alors, nous accueillons maintenant donc Guillaume Bloin et Anthony Damonville de l'association Espace Info Énergie Solia et Virginie Tillard, représentant de la société Les Éco-Isolateurs. Bonjour. Bonjour Dean. Alors, avant d'aborder le thème de l'émission aujourd'hui, donc qui était donc le développement durable et l'emploi, j'aimerais que vous présentez rapidement vous et vos sociétés. Alors, donc moi je suis Virginie Tillard, je suis responsable des ressources humaines pour le groupe Les Éco-Isolateurs. Donc Les Éco-Isolateurs, c'est une entreprise hébroïcienne. Donc on peut être fier, on est local. Nous avons été créés il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on représente 350 salariés répartis dans 20 agences à travers la France. Alors, nous, on est l'espace Info Énergie de Solia. Et du coup, on est là pour donner des conseils aux gens de manière neutre et indépendante sur l'isolation, le chauffage et puis voilà, dans les bâtiments généralement. Donc, pour les maisons, pour les bâtiments collectifs, voilà. Quand vous dites que vous êtes indépendant, c'est que vous ne vendez rien. C'est ça, on ne vend rien et on est subventionné par l'ADEME et les collectivités locales, donc ce qui nous permet de donner des conseils neutres et objectifs. Voilà. Merci. Et dans cette émission, nous allons parler développement durable. Donc, pouvez-vous définir ce que c'est le développement durable pour vous En quelques mots, bien sûr. Pour faire simple, ce serait plutôt aller dans la maîtrise et l'économie des ressources qu'on a actuellement. Donc l'objectif, c'est de continuer à se développer, à évoluer, tout en respectant ce qu'on a autour de nous, autant sur le plan éthique, mais que sur le plan des économies d'énergie, effectivement. Je vais complètement rejoindre évidemment ce que vient de dire le monsieur qui vient d'intervenir. Évidemment, alors on parle toujours de développement durable et je pense qu'on va aussi me rejoindre. Souvent, on en fait un peu des caisses et c'est un peu la tarte à la crème. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Ce qu'il faut en effet considérer aujourd'hui, c'est limiter l'utilisation d'énergies fossiles, aller vers en effet des énergies renouvelables et surtout faire attention à la consommation. Sur les logements, aujourd'hui, on a 81% des logements français qui sont des passoires thermiques. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, surconsomment, polluent en plus et amène malheureusement ce qu'on appelle de la précarité énergétique, c'est-à-dire que les gens ont des difficultés à payer pour se chauffer convenablement. C'est ça. Effectivement, la part du chauffage représente de plus en plus de demandes d'aide, d'accompagnement au niveau social. Donc, on voit qu'on a un rôle dans nos missions, et peu importe notre position, sur la sobriété énergétique, en fait. On parle de précarité, ce serait bien aussi qu'on axe sur la sobriété énergétique pour être raisonnable et durable. Vous venez d'évoquer il y a un instant la tarte à la crème du développement durable. Là, on peut pas en rester là. Ça veut dire quoi, la tarte à la crème du développement durable ? Alors, moi, je travaille depuis une quinzaine d'années dans le bâtiment et ça fait 15 ans qu'on nous parle d'économie verte, de transition énergétique, peu importe comment on l'appelle. Aujourd'hui, quand même, clairement, on a une problématique, tout le monde le sait, c'est qu'aujourd'hui, on surconsomme ce que produit la Terre. Donc ça, c'est quand même quelque chose aujourd'hui, je pense que tout le monde en a conscience, qu'on a au niveau du logement, parce que vraiment sur le bâtiment on est là-dessus, c'est quand même le premier point qui pollue quand même en France, et on est sur des logements anciens qui ont été construits avec d'anciennes normes qui aujourd'hui, alors c'est pas une question de nouvelles normes, c'est juste qu'à un moment donné, à une époque, quand on a construit des logements, on n'a pas forcément pris en considération l'isolation de ces logements et le bien isolé du logement, pour plein de raisons, parce que faut pas oublier qu'il y a une époque où il a fallu reconstruire la France très très vite, même si ça nous paraît ancien, il y a encore beaucoup de bâtiments qui sont de cette génération-là, donc il a fallu reloger des gens dans l'urgence, donc c'était la priorité. Et puis on avait aussi un baril de pétrole qui était beaucoup moins cher, donc il y a tout ça, puis on ne tenait pas compte des propos de l'écologie, c'était quelque chose d'un peu lointain. Donc on a pris, je dirais que on a pris conscience de ça, et les gouvernements, notamment le gouvernement français, a pris cette conscience et surtout a pris des engagements vis-à-vis de l'Europe de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Et
le bâtiment étant le premier point polluant, il fallait mettre en place des mesures. Donc on a appelé les différentes mesures sous différents noms. Et puis on en a fait de la tarte à la crème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression que d'un seul coup on a révolutionné les choses, que on parle souvent de nouveaux métiers. Je pense que c'est des métiers qui existent et qui ont toujours existé, sauf qu'on les pratique différemment et on a une autre logique dans ces pratiques. C'est plutôt ça, à mon sens. Exactement. Pour synthétiser, effectivement, c'est ça. Les premières prises de conscience, ça a été avec les premières réglementations thermiques en 74, où on a les premières réglementations qui obligent à avoir une émission de gaz à effet de serre prédéfinie, ou du moins avoir des isolations vraiment importantes par rapport aux normes de l'époque, bien sûr. Par rapport à aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais voilà, c'était les premières périodes de prise de conscience. Plus tôt, tout à l'heure, vous avez parlé d'énergie fossile. Donc, même si je pense que tout le monde sait ce que c'est, est-ce que vous voulez rappeler rapidement ce que c'est et après peut-être comment discerner justement l'énergie qu'on utilise, si c'est de l'énergie fossile ou si c'est de l'énergie entre guillemets produite par quelque chose de différent, énergie verte peut-être? Alors en fait, les énergies fossiles, pour résumer, c'est tout ce qui est les énergies qui sont donc non renouvelables, qui peuvent pas être et qui peuvent pas être renouvelées facilement. Donc en fait, pour parler plus simplement, je vais vous parler des énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables, ça va être tout ce qui est vent et soleil. Principalement, et puis aussi les barrages électriques, mais bon, c'est un peu à part. Et donc ça va être ces deux choses-là, principalement les énergies renouvelables. Donc ça veut dire que tout ce qui est pétrole, charbon, gaz, c'est pas des énergies renouvelables, c'est des énergies fossiles. Voilà. En fait, on dit énergie fossile qui ne peuvent pas être reconstruites, elles s'épuisent en fait très clairement. Donc à partir du moment où on a des énergies qui sont ou inépuisables, mais en tout cas renouvelables, puisque dedans on a aussi le bois. Clairement, c'est une énergie renouvelable. On replante une forêt et on a de nouveau du bois. Donc, c'est pas le cas, bien entendu, du pétrole ou du charbon ou des énergies comme celle-ci. Pour faire simple, on a les énergies de flux, les énergies de stock. Les énergies de stock, c'est les stocks historiques, les énergies fossiles du coup, et les énergies renouvelables qui, elles, représentent les énergies de flux qui répondent à des besoins immédiats. Voilà, on peut adapter la production en fonction de nos besoins directement. Le nucléaire, on le classe dans quoi ? Alors, sur le fond, ça reste de l'énergie fossile, effectivement, puisque du coup, ça vient d'extraction de métaux et de ressources enrichies. Je me permets, est-ce que énergie fossile veut forcément dire émission de gaz à effet de serre? Parce que ça a été un des éléments, en tout cas grand public, sur la question de la pollution. Est-ce que forcément, quand on sépare les énergies renouvelables des énergies plutôt fossiles, est-ce qu'il y a une notion d'émission aussi? Parce qu'on voit bien la réutilisation de l'énergie, mais est-ce que dans l'émission de la consommation de cette énergie, il y a une classification aussi? Il y a effectivement une partie de consommation, enfin une partie de la pollution qui peut être assimilée assez facilement à la consommation de pétrole, etc. Ne serait-ce que par le système d'extraction, le transport, et toutes ces choses-là sont à prendre en compte. On prend l'énergie éolienne comme une énergie propre, ce qui est une réalité, mais il y a aussi des besoins de production et on a aussi besoin des mêmes métaux pour la production d'énergie. Donc c'est sur une énergie qui est beaucoup plus verte que d'autres, enfin un système de production qui est beaucoup plus vert, mais à côté de ça, on a des énergies qui sont décarbonées. Effectivement, le nucléaire reste une énergie fossile décarbonée. Donc il y a une pollution qui est différente des autres. Donc il n'y a pas une énergie qui est sensiblement moins polluante. Parce que de toute façon, on a besoin de polluer pour produire les moyens de production. Ça, oui, ça c'est une réalité. Et ensuite, pour l'utilisateur, pour le citoyen lambda, son électricité, comment il la différencie? Comment il sait que c'est de l'énergie qui vient d'une énergie renouvelable ou d'une énergie fossile? Peut-il le différencier ou... En souscrivant des offres d'énergie verte, effectivement, on soutient, alors auprès des différents distributeurs, historiques et les nouveaux, on soutient effectivement des investissements. Donc on souscrit une offre d'énergie verte pour investir dans le développement de ces énergies, et les producteurs du coup ont l'obligation de réinjecter l'équivalent de la consommation dans le réseau de distribution. D'accord. Et en termes de prix, quelle est la différence, l'avantage
Ah, c'est un piège. Non, il y a effectivement des variantes de prix. Après, le problème, c'est que c'est assez compliqué de déterminer le prix d'une énergie. En fait, si on reste purement sur la principale, l'électricité, il y a il y a le comité de régulation de l'énergie, il y a plein de réglementations autour de ces domaines-là qui font que le prix de l'énergie peut pas avoir une fluctuation aussi importante. Donc, les différences, ça va pas se faire sur le prix de l'énergie, mais là où placent les sociétés leur investissement. Donc investir à l'heure d'aujourd'hui dans l'entretien des centrales nucléaires, investir dans l'expansion du nucléaire, ça a un coût, voilà, et ça donne une offre à tel prix. Et à côté, le développement des énergies renouvelables, c'est un investissement qui est fléché par le biais des gens qui souscrivent en fait ces offres vertes. Donc, on sait que tout ce qui est énergie fossile produit des déchets, mais est-ce que les énergies les énergies vertes produisent également des déchets dans leur production ? L'objectif des énergies vertes, on va dire, c'est d'avoir l'impact le moins fort sur l'environnement, effectivement. Si on transpose à la production de gaz, par exemple, pour changer un peu du domaine de l'électricité, on peut produire du gaz, du biogaz maintenant, à l'aide de méthaniseurs qui permettent de produire des ressources avec les déchets. Donc on valorise nos déchets pour produire un déchet, puisque ça passe dans un digesteur qui permet de réduire le volume des déchets, et ces déchets peuvent être retraités derrière, réutilisés potentiellement dans l'agriculture. Donc là, on a une typologie d'énergie qui génère moins d'impact au niveau du retraitement des déchets, puisqu'elle en valorise pour pouvoir en produire encore moins.